Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Monsieur Robinet, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Angers, un spécialiste du Mexique. Vous avez publié un livre déjà sur la Révolution mexicaine, une histoire étudiante. Mais aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier ouvrage, Naissance de l'indigénisme au Mexique, avec ses connexions avec le reste de l'Amérique latine. Alors c'est un sujet compliqué parce que le vocabulaire permettant d'en parler n'est pas suffisamment explicite et clair. Vous vous efforcez d'ailleurs dans votre livre de faire des distinctions entre indigène, indigénisme, autochtone, race, indianité. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot en préalable sur ce vocabulaire qui n'est pas forcément connu de ceux qui vont vous écouter? Tout à fait. Alors je vais commencer par le terme clé, indigénisme. Déjà le situer, c'est un terme qui émerge dans l'entre-deux-guerres et qui commence à se stabiliser, pour le dire ainsi, à partir de 1940. Il y a un congrès indigéniste interaméricain, le premier du genre qui se tient au Mexique et qui sera suivi durant la seconde moitié du XXe siècle par 11 congrès indigénistes de ce type jusqu'en 1993. Donc on a un mot indigénisme qui a une pertinence à l'échelle continentale, à l'échelle des Amériques en général. Le terme indigénisme alors peut sembler effrayant, il ne doit pas l'être. Indigénisme, ça renvoie alors principalement, je dis principalement parce qu'il y a d'autres sens, mais en premier lieu à l'action de l'État, les politiques publiques, à destination des citoyens qui vont être identifiés. Donc un mouvement de haut en bas. A priori, c'est ça en premier lieu, disons, les politiques publiques à destination des citoyens considérés comme indigènes. Donc ça peut être des politiques scolaires spécifiques, une action socio-économique, une action sanitaire, des dispensaires, des brigades médicales. Voilà, c'est comment faire en sorte d'apporter plus d'État à des régions qui sont marginalisées et qui sont considérées comme étant peuplées par des indigènes. Donc ça, c'est le premier élément sur l'indigénisme. On pourrait rajouter d'autres choses. Disons que l'indigénisme a aussi été soutenu par les populations s'identifiant comme indigènes. En tout cas, durant une longue partie du XXe siècle, les indigènes eux-mêmes étaient demandeurs de plus d'État, tout simplement, plus de présence étatique et plus de politique sociale. Ça, c'est pour le terme indigénisme. Le terme indigène, là, il est employé dans les archives. Il coexiste avec indiens, aussi avec autochtones, avec natifs et même avec aborigènes, ce qui peut sembler surprenant, mais en espagnol on a tous ces termes qui coexistent. Et là, je pense qu'il faut prendre garde à ne pas essentialiser les indigènes. C'est quelque chose qui découle alors d'abord d'un regard issu de la colonisation. On est indigène dans le regard de l'autre, dans le regard de l'occidental. Et au XXe siècle, c'est le regard des agents de l'État, le regard des anthropologues qui, dans une logique d'assignation, va déterminer qui est indigène. Ou on a aussi affaire à des dirigeants qui vont se reconnaître comme indigènes, qui vont fonder des organisations indigènes et qui vont mettre en avant cette étiquette. Et alors, indianité? Alors l'indianité, c'est le fait d'être indien, indigène, autochtone. Donc dans le livre, indianité, autochtonie, j'aurais pu dire aussi indigénéité, qu'on retrouve parfois aussi en anglais, sont des synonymes. Et quelle a été la ligne directrice, l'articulation de votre livre? Vous arrivez à certaines conclusions, je ne vais pas les dévoiler tout de suite, mais quel a été le fil conducteur du livre? Qu'est-ce que vous avez cherché, au-delà du travail classique d'historien, de montrer comment c'est constitué dans ce que... On va garder le terme indigénisme, qui est le titre de votre livre. Quelle a été la démarche constructive de votre démonstration? Parce qu'il y a une conclusion quand même. Alors l'idée générale, et ensuite on parlera de la conclusion, mais on pourrait dire que l'idée générale du livre, c'est une réflexion sur la catégorie indigène
comme une catégorie politique. Dans le temps. Voilà, dans le temps, au XXe siècle, une catégorie sociopolitique, avec l'idée, peut-être contre-intuitive, que le XXe siècle a inventé cette catégorie-là. C'est une catégorie politique qui date du XXe siècle, parce que le XXe siècle, c'est le moment justement où l'État va développer des politiques spécifiques pour les indigènes. L'État latino-américain. Les États, l'État mexicain et les États latino-américains, et précédés aussi par les États-Unis, qui ont aussi une politique indienne, de plus longue date. Critiquable, bien entendu, etc. Mais voilà, Canada aussi. Voilà, et Canada, donc c'est un fait continental. Donc le XXe siècle, c'est le moment où se mettent en place ces différentes politiques publiques dans les États du continent. Et donc c'est à partir de là véritablement où la catégorie indigène devient une catégorie, je dis politique au sens large, mais c'est à la fois une catégorie institutionnelle, une catégorie qui sert à construire l'État, à construire des branches de l'État, des secteurs de l'État, et c'est une catégorie aussi très rapidement, quasiment immédiatement militante, parce qu'à partir du moment où l'État formule cette catégorie dans l'espace public, eh bien une série de citoyens éduqués vont se reconnaître comme des indigènes éduqués et vont dire voilà, finalement cette catégorie-là, on peut aussi en faire quelque chose, on peut en faire une catégorie militante, et donc une catégorie qui va permettre de fonder des organisations intitulées indigènes, et pas seulement des organisations paysannes, par exemple, vraiment des organisations qui s'appellent indigènes. Vous distinguez 4 temps. Pour rester sur le cas du Mexique, vous élargissez en fin de livre, vous ouvrez sur les autres pays d'Amérique latine. Est-ce que vous pourriez brièvement nous rappeler quels sont ces 4 temps qui constituent des moments différents, mais aussi qui sont des moments où le sens des mots n'est pas le même, où il évolue d'un temps à l'autre. Alors, le premier temps commence à quel moment ? Alors, pour le XXe siècle, 3 temps et un 4e temps qui se rajoute, disons, pour notre période actuelle. 3 temps, alors, ce sont des cycles. C'est une histoire qui n'est pas linéaire, qui est une histoire assez heurtée, avec des choses qui se reformulent, qui se rejouent de période en période. Mais alors, le premier cycle, c'est un cycle révolutionnaire. La catégorie indigène est très fortement liée à la Révolution mexicaine, qui est une période qui s'étend de 1910 aux années 1940. Et donc on a à la fois un indigénisme expérimental, des premières politiques publiques parfois éphémères qui se mettent en place pour les indigènes. Il est quelque part aussi instrumentalisé pour créer la nouvelle nationalité, la nouvelle légitimité nationale mexicaine. Oui, donc dans ce cycle, on a à la fois des politiques publiques expérimentales pour les indigènes et les premières organisations qui se définissent comme indigènes. Le tout évidemment avec un discours qu'on pourrait qualifier d'hégémonique autour du métissage, qui est en fait un discours nationaliste, un discours pensé racialement avec l'idée qu'il faut incorporer les Indiens, les indigènes à la civilisation, pour ainsi fabriquer l'homme métis, le Mexicain par excellence, qui, dans cette conception, est issu des apports européens et des apports autochtones. Ce que symbolise la place des 3 cultures dans la capitale mexicaine. Et le métissage est vu comme une sortie aussi, une sortie, on pourrait dire, biologique et politique de ce qui reste du colonialisme. En fait, il faut finalement accélérer cette histoire et accélérer le métissage. Donc ça, c'est ce qui se joue surtout. Ça se formule, disons, de manière très claire, avec une volonté étatique et militante dans la première partie du XXe siècle. Le second moment, le second moment, il recoupe la chronologie du pays. Il est possible de dire qu'à partir des années 1940 et jusqu'aux années 60-70, nous nous trouvons dans un moment de stabilisation de la catégorie indigène, parce que là, l'État a mis en place un dispositif qui va vraiment s'inscrire dans le temps, un dispositif stabilisé. Il y a à la fois, pour être très concret, un Institut national indigéniste, l'INI, qui est vraiment
la figure de proue de cette politique d'État, mais il y a aussi d'autres institutions, notamment le ministère de l'Éducation publique, qui a toute une politique avec des internats indigènes, des brigades d'aide aux indigènes, et aussi une aide juridique. Pas toujours une bonne coordination entre ce que vous appelez la main droite et la main gauche du bras de l'État, disons. Tout à fait, il y a une sorte de rivalité au sein de l'État dans ce qui est un champ étatique indigéniste entre cet Institut national indigéniste et le ministère de l'Éducation publique. Mais globalement, les deux œuvrent. Tout le XXe siècle est traversé par cette tension qui pourrait conduire à une résolution avec la création d'un ministère des Indiens. Hein, c'est tout l'enjeu finalement, une ligne qui traverse le XXe siècle. Par-delà toutes ces périodes, c'est est-ce qu'on crée un ministère pour traiter la mesure où il y a eu un parti hégémonique pendant toute la période, la création d'un secteur indigène à l'intérieur du PRI, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs. Tout à fait. C'était un projet de la fin des années 30 et encore dans les années 40-50 qui est porté surtout par les indigènes eux-mêmes, les indigènes les dirigeants indigènes, donc qui forment une sorte d'élite par rapport au reste de la population autochtone et qui voudraient aussi avoir voix au chapitre au sein de ce grand parti dominant. Donc voilà, premier cycle, un cycle révolutionnaire qui propulse la catégorie indigène, ensuite un cycle de stabilisation avec à la fois l'État et des organisations indigènes qui vont s'ancrer dans la durée, et puis dernièrement, je dirais pour le XXe siècle, un cycle qu'on pourrait appeler la fin du XXe siècle, à partir des années 60-70, un cycle de décolonisation, dans le sens où c'est désormais le langage de la décolonisation afro-asiatique qui va permettre de penser la question indigène au sens large. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, l'État va reprendre des termes qui sont initialement des termes polémiques, mais qui vont s'imposer. L'idée qu'il existe un colonialisme interne au Mexique, que en fait les communautés indigènes seraient des sortes de colonies internes et qu'il faut les émanciper, les libérer. Donc ça, c'est le langage nouveau des anthropologues à partir des années 60-70. C'est rapidement le langage de l'État parce que l'État indigéniste est contrôlé, en tout cas il fonctionne avec les anthropologues, donc ce langage... Vous évoquez également dans cette période-là un changement du discours de l'Église catholique. Tout à fait. Dans cette constellation des années 60-70, alors il y a l'État qui change de discours, il y a de nouvelles mobilisations indigènes qui vont commencer à prendre leur distance avec le parti hégémonique, avec le PRI, Parti révolutionnaire institutionnel. Et l'autre élément très important, et je dirais c'est un élément fondamental, c'est le fait que l'Église catholique s'intéresse à l'indigénisme et va prendre une position très radicale qui va recouper le langage des anthropologues dénonçant le colonialisme interne. Donc l'Église catholique va développer ce qu'elle appelle d'abord une pastorale indigéniste, un mot qui est assez révélateur, qui se transforme rapidement en pastorale indigène, avec l'idée qu'il faut désoccidentaliser l'Église, décoloniser l'Église et faire en sorte de faire émerger des églises autochtones. Ça à partir du Concile Vatican II. Essentiellement à partir du Concile Vatican II. Avec une évolution intéressante, celle de l'évêque du Chiapas, et qui, vous dites, il avait des conceptions très conservatrices, et puis il a évolué avec le Vatican, disons, avec l'Église en général, et il a changé de discours. Tout à fait. Samuel Ruiz, initialement vient d'un milieu, déjà un milieu familial, politique très à droite, lié, on peut dire, aux droites radicales catholiques mexicaines, et va prendre conscience de l'importance de cette question autochtone dans le sillage de Vatican II, donc entre 62 et 65. Néanmoins, il y a quand même des éléments qui ont préexisté. L'Église catholique au Mexique a commencé à s'intéresser à la question indigène
à partir de la fin des années 1950 et a repris ce terme d'indigénisme à partir de la fin des années 1950. Donc il y avait déjà une sorte de première inflexion, mais effectivement, Vatican II a été un tournant extrêmement conséquent. Et on trouve déjà le Chiapas, dont on a beaucoup parlé dans la dernière période, enfin la quatrième période que vous allez évoquer maintenant. Oui. Vous allez nous en donner les caractéristiques. Et on trouve cet évêque et on trouve le territoire dans lequel il avait exercé, où il a exercé ses compétences, donc dans le Chiapas. Tout à fait. Alors le Chiapas, pour là passer à la quatrième période, est devenu, disons, un lieu dans la carte des gauches à l'échelle mondiale à partir des années 1990 et du soulèvement de l'armée zapatiste de libération nationale en janvier 1994. Et disons que si on pense, mais là cette réflexion est ouverte, et tout ceci appelle évidemment à des critiques, mais à partir des années 1990, me semble-t-il, au Mexique, mais aussi là c'est valable quand on regarde l'Amérique latine et aussi les positions de l'Organisation des Nations Unies, nous nous trouvons dans un cycle de centralité de la question indigène, alors qui va se formuler davantage en français avec cette idée d'autochtonie. On a la déclaration des droits des peuples autochtones, très récemment, sous l'égide des Nations Unies. Et donc, cette question-là est pensée de manière globale et je dirais transversale, parce que l'autochtonie concerne aussi des peuples qui se trouvent en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et qui sont, disons, prisonniers, en tout cas si on reprend certaines conceptions, dans le cadre des États-nations. Donc voilà, donc disons cycle de centralité de l'indianité à partir des années 1990, où en raison de l'importance politique, symbolique de l'armée zapatiste de libération nationale à partir de 1994, on a toute une série de débats sur la place des indigènes dans la société mexicaine, avec plusieurs réformes de la Constitution qui conduisent disons, à changer de référentiel. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est la coïncidence, au moins dans le temps, de ce dernier moment indigéniste, avec la fin du système hégémonique du Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique. Il y a une quasi-coïncidence dans le temps. 1994 était d'ailleurs une année électorale présidentielle au Mexique qui a été marquée par l'irruption du mouvement zapatiste et qui a pesé sur la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, en fait, alors cette question de l'armée zapatiste de libération nationale, elle plonge ses racines dans une autre histoire, qui est aussi l'histoire de la guérilla au Mexique, et on pourrait dire qu'elle est liée précédemment à la révolution cubaine et la volonté d'importer un modèle de guérilla rurale, puis de guérilla urbaine, et ce qui est à l'origine du soulèvement au Chiapas en 1994, c'est aussi l'implantation d'une guérilla à partir de la fin des années 60 dans cette région. Donc il se trouve qu'effectivement en 1994, on a cette irruption de ce néo-zapatisme qui naît avec une vision en réalité non pas locale et non pas indigène, mais bien une vision nationale, d'une révolution nationale. Il y a eu une marche sur Mexico ultérieurement, et on arrive en 2018 à une candidature. Tout à fait. Donc là, on a toujours cette stratégie nationale du zapatisme, qui en fait, quand on lit son premier texte public, là, un langage qui semble rappeler les révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, la lutte contre le despotisme. Et donc il s'agissait de favoriser un renversement du pouvoir au Mexique avec l'alliance avec d'autres groupes sociaux, mais assez rapidement, en raison des combats entre cette armée de libération nationale, cette armée zapatiste de libération nationale et l'armée mexicaine en 1994,
après une semaine de combats qui ont été quand même des combats sanglants, eh bien, il y a ce changement de stratégie avec une mise en valeur de la thématique indigène. Et donc, en un sens, l'ESETA-LN, donc cette armée zapatiste de libération nationale, a fait le pari de l'indianité, qui était un pari politique, s'est défait de son héritage marxiste-léniniste, qui ne pensait pas réellement la question indigène, disons, est devenue une force qui a ainsi pu mobiliser tout le référentiel des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail sur les droits des peuples indigènes. Et disons que ça a servi aussi à cette force-là à obtenir un capital symbolique à l'échelle internationale, le tout sur fond d'éclosion d'une galaxie Internet qui soutenait le Soukhoumou Marcos. Le croisement de thématiques internationales, prenant Chiapas comme modèle et d'autres mouvements ensuite au Pérou, en Équateur ou en Bolivie, des thématiques de protection environnementale croisant la revendication à la terre-mère, etc., qui est aujourd'hui une des revendications de tous les mouvements indigénistes. Tout à fait. J'en parlais un peu dans votre livre. On aurait aimé avoir un chapitre un peu plus. Effectivement, parce que c'est une thématique apparemment qui est encore à l'ordre du jour aujourd'hui, donc qui a un avenir devant elle. Oui, c'est une thématique, alors, depuis aujourd'hui, qui est vue sous le signe de l'évidence, cette connexion entre les indigènes et cette idée de l'environnement avec le lien, les indigènes comme gardiens, comme protecteurs, comme meilleurs protecteurs de la nature, et avec un mode de vie finalement qui serait un mode de vie décroissant, pour le dire ainsi. Ceci apparaît surtout donc dans les années 1980, disons dans le bouillon de culture des années 68 au sens large, donc à partir de la fin des années 70 et au début des années 80, cette connexion se fait entre indianité et écologie, mais il faut dire deux choses. Précédemment, les organisations indigènes, dans les années 50-60, n'ont pas un discours écologiste. Sont parfois favorables au développement, avec tout ce que ça peut entraîner comme impact sur l'environnement. Et en même temps, de manière continue, les communautés indigènes ont toujours voulu défendre leurs ressources. Et donc, il y a aussi une forme, on pourrait dire, pour reprendre une expression utilisée par les historiens qui font l'histoire environnementale, une sorte d'environnementalisme des pauvres, qui a existé bien avant la formulation d'un discours lié à l'écologie politique. Et dans la période actuelle, tout à fait actuelle, présente au Mexique, où est-ce qu'on en est exactement? Il s'est passé beaucoup de choses. La mandature d'Andrés Manuel López Obrador a porté notamment, parmi d'autres sujets, sur cette question-là. La présidente actuelle, même si la désignation avec le doigt a disparu de la vie politique mexicaine, on peut considérer malgré tout qu'elle est la candidate qui répondait à son choix. Est-ce qu'elle se situe dans la continuité d'Andrés Manuel López Obrador, et quels éléments est-ce que ça apporte cette présidence d'Andrés Manuel López Obrador et la suivante, celle de Sheinbaum, Claudia Sheinbaum? Est-ce que elles apportent, ces deux présidences, des éléments nouveaux dans la quatrième période que vous avez définie, ou est-ce qu'on est dans la continuité, en gros, de ce qui s'est passé depuis 1990? Alors, il y a, disons qu'on est toujours dans cette période où l'autochtonie est centrale. Alors, je pense qu'il faut commencer à raisonner, là, en termes chronologiques, à partir des années 2000. À partir de l'an 2000, donc c'est un moment, disons, un moment dans le long processus très sinué de transition démocratique que connaît le Mexique. C'est l'alternance avec la droite au pouvoir, le parti Action Nationale, Vicente Fox, qui avait été lié à Coca-Cola au Mexique. Et on a une nouvelle politique
indigéniste qui se met en place. Il y a la fin cet institut, l'Institut national indigéniste, qui était très lié finalement au prix, et se met en place une commission nationale qui porte sur les peuples indigènes. Cette commission nationale va durer relativement peu de temps, et Andrés Manuel López Obrador, donc AMLO, avec son projet de 4e transformation à partir de 2018, va mettre en place quelque chose qui prolonge tout de même l'action de l'Institut national indigéniste qui existait depuis la toute fin des années 1940. Et donc cet institut, d'ailleurs c'est le terme institut qui est de nouveau employé, c'est l'Institut national des peuples indigènes. Donc on a à la fois la dimension institutionnelle qui fait écho à l'ancienne politique priiste, l'ancienne politique du prix concernant les indigènes. En même temps, on parle bien de peuples indigènes, qui renvoie aussi à l'idée de nation, hein, pour le dire ainsi. Et là, par-delà tous les changements de titulature, finalement, on a aussi toute une série de relais locaux de cet institut qui qui correspondent à la même géographie que celle qui a été mise en place durant la seconde moitié du XXe siècle. Donc l'INPI, cet Institut national des peuples indigènes, poursuit peut-être assimilé à une forme de néo-indigénisme. Par ailleurs, ce qui a complexifié cette question, et là on peut plutôt parler presque d'altérité plutôt que d'autochtonie, c'est aussi la question des communautés afrodescendantes qui sont incluses dans le périmètre de cet institut. Cet institut, l'INPI, et donc là, ce qu'a fait AMLO et ce que projette de faire actuellement Claudia Sheinbaum Pardo, donc on est dans la poursuite de cette politique et avec la question de la reconnaissance juridique vraiment des communautés indigènes, ce qui va leur donner une plus grande autonomie. Là, je voudrais revenir sur le propos initial, sur la façon dont vous avez écrit votre livre, qui est un livre d'historien, mais qui est intéressant dans la mesure où il pousse un petit peu les frontières habituelles de l'histoire. Vous rentrez dans le domaine de la sociologie, de l'anthropologie, et également dans des connexions. C'est un apport intéressant de l'ouvrage qui viennent pas spontanément à l'esprit, celle par exemple, puisque ça concerne la France, de la guerre d'Algérie avec les Indiens Otomi par exemple. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce croisement qui s'est opéré pendant la guerre d'Algérie dans les années 60 à travers d'une personnalité controversée, mais qui a un fond scientifique, Jacques Soustelle. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la première partie de la question. Oui. Donc, sur disons, qui renvoie finalement à l'écriture de l'histoire. Dans l'écriture de ce livre, alors, c'est un livre d'historien, mais il y a aussi une mobilisation de concepts, de notions de sciences sociales. Donc, il y a un débat dans l'historiographie et disons qui est lié à ce livre. Est-ce qu'on a affaire à un régime national d'altérité qui viendrait catégoriser les indigènes par le regard de l'État, des anthropologues, des savants? Ça, c'est ce qui a été avancé dans l'historiographie, notamment par ma collègue Paula López Caballero, avec qui je travaille étroitement. Moi, j'ai davantage développé l'idée de cycle politique d'indianité. Et cette idée de cycle politique renvoie à la fois à l'idée de cycle de mobilisation sociale, mais aussi des cycles de construction de l'État. Donc voilà, c'est un langage de sciences sociales, large en plus du langage de l'historien. Voilà, il y a des références à Rosan-Vallon, à Bourdieu. Donc le lecteur français, la lectrice française se reconnaîtra aussi dans l'écriture de ce livre. Alors pour répondre plus spécifiquement à ces croisements qui finalement s'inscrivent dans une histoire globale de l'indigénisme, là quand on pense au lien avec la France et avec la guerre d'Algérie, alors effectivement, et le rôle de Jacques Soustelle, qui a été un observateur et un observateur assez actif de l'indigénisme au Mexique. On trouve sa trace en 1939
dans une assemblée de linguistes qui cherchent à développer une éducation bilingue en faveur des populations indigènes pour mieux les intégrer, pour utiliser la langue maternelle comme un support d'alphabétisation et ainsi essayer d'intégrer davantage les indigènes à la nation. Cette idée d'intégration des indigènes, formulée telle qu'elle, a été reprise par Jacques Soussel, parce que finalement, Jacques Soussel, mais aussi, j'ai envie de dire, les diplomates français et les observateurs français, quand ils analysent la politique mexicaine, ils le font avec leur grille de lecture, et ils se disent, bah voilà, c'est un État qui incorpore, qui intègre des indigènes. Or, l'Algérie française, l'Algérie coloniale à l'époque de Soustelle, c'est une question qui peut se formuler dans les mêmes termes. Comment intégrer des indigènes à une nation plus ample, avec le respect de leurs particularités, mais dans un cadre vraiment qui est imposé par l'impérialisme. Donc ça on retrouve ça et j'ai presque envie de dire jusqu'à la décolonisation et jusqu'aux années 1950-1960, aussi bien les Européens qui observent l'indigénisme en Amérique latine que les indigénistes latino-américains qui observent le colonialisme européen font une sorte d'équivalence entre indigènes et indigènes, entre les indigènes d'Amérique latine qui sont tout de même citoyens et les indigènes des mondes coloniaux européens qui ont été longtemps exclus de la citoyenneté et qui on connaît des formes de citoyenneté, disons de seconde zone après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a ce dialogue qui est parfois difficile à comprendre de prime abord, mais qui est un dialogue en fait assez évident entre l'Europe, ses empires coloniaux et l'Amérique latine. Et un dernier point que je voudrais évoquer, qui est par rapport à en relation avec votre conclusion, sur l'indigénisme comme levier de changement politique, d'évolution, de centralité dans le débat, en Amérique latine et éventuellement au-delà, qui à mon avis se heurte quand même à un problème, à une question qui a été largement sous-estimé, c'est le fait que 30% de l'Amérique latine est composée de personnes descendantes d'Africains mis en esclavage. Alors c'est un problème marginal au Mexique, mais il est central dans la Caraïbe, au Brésil, il existe au Pérou, en Équateur, en Colombie, et à tel point que les Nations Unies, et après les efforts, les reconnaissances en faveur des populations indigènes autochtones ont décrété une décennie pour les diasporas africaines, c'est-à-dire diaspora africaine sur le continent américain, qui a été prolongée 10 années supplémentaires. Et on assiste à une ébullition, à l'apparition un peu sur le mode antérieur des populations autochtones, de dire, et nous alors, quelle est notre part dans ce collectif qu'on appelle l'Amérique ou l'Amérique latine, et qui quelque part on assiste quelquefois à une espèce de concurrence victimaire qu'on retrouve par exemple dans Mariátegui, qui a des paroles extrêmement brutales et racistes, il y a pas d'autre mot dans cet essai sur la réalité colombienne à l'égard des populations d'origine africaine qu'il assimile aux colonisateurs et comme destructeurs de l'identité naturelle des peuples originaires du Pérou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il y a là quand même une spécificité dans un continent extrêmement complexe qui ouvre la voie à quantité d'interprétations, même sur le métissage. Quand les concepts de métissage dans la Caraïbe, aux Antilles, par exemple chez Édouard Glissant, sont plutôt des concepts positifs. Dans laquelle vous parlez de rhizome, dans laquelle Glissant parle de notre identité n'est pas concurrentielle, mais ce sont des rhizomes qui sont comme des racines les uns à côté des autres pour former notre identité collective, non pas dans un sens intégrateur, mais comme une sorte d'addition. Alors cette question des populations, des communautés afrodescendantes en Amérique latine, effectivement c'est une question qui est tout à fait d'actualité. Dans le cas du Mexique, il y a eu un impensé
jusqu'aux années 40-50 de la place des afrodescendants dans cette société. L'un des indigénistes, et je dirais même vraiment celui qui a été le numéro 2 et puis qui devient le numéro 1 de l'indigénisme au Mexique, qui s'appelle Gonzalo Aguirre Beltrán, est à l'origine d'un des premiers livres à la fin des années 40 sur la population noire au Mexique. On retrouve dans certaines régions côtières, par exemple dans l'état du Veracruz. Et c'est vrai que l'institutionnalisation de l'indigénisme a eu aussi comme un effet collatéral, en tout cas à concentrer l'action de l'État sur la question de l'intégration ou de l'incorporation des indigènes à la nation mexicaine. Et donc la question des afrodescendants a été reléguée. Actuellement, avec le rôle de l'INPI, l'Institut national des peuples indigènes, qui intègre les communautés afrodescendantes, on a cette question qui est prise en charge par l'État. Mais c'est relativement récent. Oui, je veux dire, pour le Mexique, c'est numériquement, c'est relativement marginal. Alors que pour la Colombie, pas pour l'Amérique latine. Bien sûr. C'est pour ça que pour Cuba, pour parler Abya Yala, pour redéfinir l'ensemble, ça devient, c'est contesté par les afro-descendants du Brésil ou d'ailleurs qui considèrent que leur identité à eux nécessite une autre prise en charge sémantique, un autre dénominateur commun. Oui, tout à fait. C'est un débat intéressant. Je veux dire, quand j'ai découvert en lisant par l'intermédiaire d'afro-descendants péruviens le débat qui est quelquefois assez vif entre les mouvements associatifs, les universitaires afro-péruviens et l'interprétation de Mariátegui ou de mouvements politiques actuels qui sont assez radicaux reposant sur l'indigénisme, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai relu le livre de Mariátegui. Effectivement, il y a des pages qui sont assez terrifiantes sur l'interprétation que Mariátegui donne de la présence de ces afro-descendants qui pour lui n'ont pas de racines, n'ont pas d'attache, sinon celle du colonisateur, avec la culture de l'obéissance. Enfin, c'est un débat ouvert. Voilà. Cela dit, bon, moi je garderai, pour terminer de votre livre, une phrase qui me paraît résumer tout. C'est qu'au fond, sur le continent américain, il s'agit de décoloniser, je vous lis, je mets des guillemets, un territoire délimité où les colons, ou plutôt leurs enfants et petits-enfants, cohabitent depuis des temps immémoriaux avec les natifs. C'est-à-dire qu'on est à la différence des colonisations de la seconde vague, où le colonisateur est parti. Oui. Et là, c'est comme l'Afrique du Sud. Exactement. Et c'est quelque chose, effectivement, qui a été souvent très mal perçu, et dans la mesure où les mouvements très continentaux ont finalement mis une chape sur la possibilité d'ouvrir un débat qui s'est réouvert après. Il y a une espèce de conjonction entre un héritage des créoles qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le relais et qui ont chassé alors les blancs ou les Européens métropolitains et les populations natives et afrodescendantes qui sont restées malgré tout dans la même situation. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'au Pérou, l'esclavage a été aboli bien après l'indépendance, en même temps que la mita. Que le travail, les corvées imposées aux indigènes. C'est les mêmes qui avaient maintenu les mêmes structures globales qui sont sociales et raciales ou ethniques. Enfin bon, il y a un débat sur les termes aussi qui est intéressant. Et après les indépendances, pratiquement, sauf au Mexique et au Chili, l'esclavage, par exemple, a été aboli 20, 30, 40, même pour le Brésil, 60 ans. Oui, il y a plusieurs vagues d'abolition de l'esclavage. Mais qui sont... L'indépendance n'a pas mis fin
à la situation c'était le début d'un éloignement des structures descendants. oui, oui. Donc il y a eu une perpétuation, c'est simplement un ajustement à l'intérieur du monde de ceux qui dominaient, disons. Voilà, et donc cette phrase me paraît refléter très bien être une clé d'interprétation de ce qui se passe en Amérique latine, qui est souvent assimilée aux populations qui ont été victimes de colonisation en Afrique et en Asie, alors que l'histoire de la colonisation n'est pas la même, à l'exception de l'Afrique du Sud ou de la Rhodésie, à une époque, enfin, le Zimbabwe actuel, voilà. Et donc ça invite à penser le terme de décolonisation d'autres manières que celle d'un simple retrait de la présence de colons. Métropolitaine. Voilà, métropolitaine. Bien, merci. Moi, je recommande donc la lecture de ce livre de Romain Robinet, La naissance de l'indigénisme, qui est édité au PUF, qu'on peut trouver relativement facilement dans les librairies universitaires. Merci à vous.